Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de regarder Africa Today Télévision pour vous informer et bienvenue dans cette édition d'information. L'humanité a célébré ce lundi 1er mai 2017 la journée internationale du travail en Guinée. Comme d'habitude, l'événement a mobilisé employeurs et employés sur l'esplanade du Palais du Peuple. L'occasion pour les syndicalistes de faire le bilan et également présenter un tableau de revendications aux différents patronats, également au gouvernement. Bountourabi Keïta, compte rendu. C'est ce fond d'ambiance et de joie que le 131e anniversaire de la Fête internationale du travail a été célébré en Guinée. Comme dans tous les pays, c'est une occasion pour les travailleurs et travailleuses du monde entier de se retrouver, poser le diagnostic pour une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. L'origine de cette journée ne date donc pas d'aujourd'hui. Depuis mai 1886, les travailleurs et travailleuses célèbrent cette journée en mémoire de ces travailleurs américains qui ont perdu la vie suite à leur mouvement de grève pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Étant au centre de cette célébration, les syndicalistes défendeurs des droits des travailleurs doivent impérativement s'unir, selon Jean-Jacques Guidon du CGT, mouvement syndicaliste français, pour mieux réussir leur combat de tous les jours. Je viens d'utiliser le verbe unir, s'unir. N'oublions jamais, chers camarades, que lorsque nous, syndicalistes, n'arrivons pas ou plus à se serrer la main, ce sont gouvernements et patronats qui frottent les leurs. Ne leur faisons pas ce cadeau-là, nous n'en avons pas les moyens. Jamais nous ne sommes aussi forts que lorsque nous marchons au même pas comme il y a quelques minutes. Jamais nous ne sommes aussi forts que lorsque nous parlons, proposons et revendiquons de la même voix. Cet anniversaire a aussi été l'occasion pour l'intersyndicale USTG-CNTG de présenter le cahier de charges 2017, un cahier contenant entre autres des points clés qui vont contribuer à l'amélioration des conditions des travailleurs guinéens. L'application intégrale des points non traités dans les protocoles d'accord de 2015, 2016 et 2017. Le maintien de la valeur monétaire du point d'indice à 1030 pour les agents de santé et les enseignants et 977 pour les fonctionnaires. L'arrêt immédiat des tracasseries policières et les autres corps de sécurité sur les axes routiers. La lutte contre l'insécurité est devenue endémique dans notre pays. L'arrêt des licenciements abusifs dans les entreprises et sociétés en violation flagrante des textes régissant les relations de travail. Cette célébration intervient quelques mois après la dernière grève des syndicats du secteur de l'éducation, grève qui a entraîné, vous le savez, des morts d'hommes et des dégâts matériels considérables. Pour cette année 2017, c'est le Premier ministre chef du gouvernement qui est venu écouter les doléances des syndicalistes à l'occasion de cette fête internationale du travail. Pour Mamadi Yula, quel que soit le différend, la table de négociation est toujours l'endroit le mieux indiqué. Et le ministre du Travail, lui, est revenu sur certains actes du gouvernement allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie et de travail de tous les Guinéens. Diao Bachir. Malgré la conjoncture et la crise politique que traverse la Guinée, les travailleurs ont tenu à donner un éclat particulier à ce 1er mai, marquant la journée internationale des travailleurs. Vêtus d'uniforme, c'est donc dans une allégresse que ces travailleurs guinéens ont célébré cette fête ce lundi au Palais du Peuple. Côté autorité, le Premier ministre chef du gouvernement, se réjouissant de cette fête, estime que les Guinéens doivent être capables de régler tous leurs différends autour de la table, tout en préservant les acquis déjà réalisés. Veiller à ce que les revendications légitimes des jeunes, notamment en ce qui concerne les questions d'emploi et d'amélioration des conditions de vie, ne soient pas l'occasion pour certains de créer des troubles dans notre pays et se lancer dans des actions violentes et la destruction systématique et récurrente des biens publics.
Nous devons impérativement régler nos différends par le dialogue et veiller tous à préserver nos acquis obtenus grâce aux efforts de tous. Certes, le chemin à parcourir reste long dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des travailleurs, mais selon le ministre de l'Emploi et du Travail, la volonté et les efforts du gouvernement ne sont plus à démontrer. En 4 ans, certes, l'armée a enfin bénéficié de 20% d'augmentation. Sur la même période, les travailleurs de la fonction publique guinéenne ont bénéficié de plus de 110% d'augmentation, sans pression et sans chantage vis-à-vis du président. En attendant la réalisation des autres objectifs pour le bien-être du Guinéen, le porte-parole du gouvernement appelle à tous les partenaires sociaux à poursuivre les efforts. En attendant que notre relance économique produise ses effets sur le quotidien des populations et consacre la prospérité des entreprises guinéennes, nous invitons tous les partenaires sociaux à envisager toutes les mesures possibles pour un meilleur traitement de leurs employés. C'est sur ces mots que je souhaite à tous les travailleurs et tous les employeurs de Guinée une excellente fête du travail. Que Dieu bénisse la Guinée. La protection de l'emploi salaire décent pour le développement socio-économique et durable de la Guinée est le thème retenu cette année par les autorités. Ils étaient nombreux agents et travailleurs de l'administration à avoir effectué le déplacement du Palais du Peuple pour participer à cette célébration de la fête internationale du travail. Certains d'entre eux ont donné leur point de vue sur cette fête au micro de notre reporter Saloum Kondé. Suivez son compte rendu. Cette fois-ci encore, on pouvait constater très tôt le matin des travailleurs vêtus en uniforme à la devanture de l'esplanade du Palais du Peuple. Une mobilisation qui est loin de cacher les conditions de travail précaires dans lesquelles évoluent les ouvriers guinéens ces dernières années. D'ailleurs, un constat révèle que les fonctionnaires guinéens seraient les moins payés dans la sous-région ouest-africaine. Et selon Ousmane Tanou Baldé, l'augmentation salariale ne peut améliorer les conditions de travail. Ce n'est pas de pomper les salaires qui reste la solution. Ce n'est pas la solution. La solution, c'est de travailler dans le sens du pouvoir d'achat. Je vous donne un exemple. La dernière grille salariale, dès que les privés ont appris qu'il y a une nouvelle grille salariale, les logements qui étaient de 500 000 sont montés à 800 000. Et il se trouve que vous n'avez jamais eu 300 000 francs de plus sur votre salaire. Donc même si on vous donnait 1 million, eux ils allaient mettre 1,5 million. Donc il y a un pouvoir d'achat à régulariser. Il faut que les décideurs, et à tous les niveaux, essayent de s'orienter dans ce sens pour régler le pouvoir d'achat guinéen. Si le pouvoir d'achat n'est pas réglé, on va multiplier les salaires par 1000, on reviendra comme à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. En Italie, les femmes pour aller au marché prenaient une brouette de monnaie, de billets, aller au marché et revenir avec une poignée de condiments. Même si le gouvernement a consenti des efforts pour élaborer une nouvelle grille salariale, la transposition de celle-ci n'est pas encore à la satisfaction de certains travailleurs. Dans la mesure où certains se plaignent d'avoir été rétrogradés, d'autres se plaignent d'avoir perdu un peu, comment on appelle, de grade ou d'échelon, et ce qui a nécessairement une incidence financière, au lieu que ce soit l'inverse, c'est-à-dire avancer beaucoup plus en grade et en échelon. Donc il y a un problème à ce niveau, mais je crois que le ministère de la fonction publique tente de rectifier le tir parce que le ministère a mis en place une commission chargée d'examiner le cas de façon individuelle de tout un chacun pour pouvoir rétablir les fonctionnaires dans leurs droits. Dans le programme annuel de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée figure en bonne place l'ouverture très prochaine des négociations salariales avec les autorités du pays. Et il faut dire que cette année également, la fête du travail a été célébrée sur fond de division entre les acteurs du mouvement syndical guinéen. Pendant que la CNTG et ses alliés étaient du côté du Palais du Peuple, comme vous venez de le voir, les membres de la COSATREG, eux, ont regroupé leurs syndiqués du côté de la mairie de Matam. L'égalité sociale pour tous les travailleurs était au centre des échanges à ce niveau. Ça, allô, Yombuno.
En Guinée, la promotion du genre et des jeunes reste au cœur des préoccupations des autorités. Les ouvriers guinéens, à travers la cause ATREG, prennent à bras le corps cette problématique qui d'ailleurs reste une réalité dans plusieurs pays de la planète. D'où le choix du thème « Ensemble, battons-nous pour la promotion de la justice sociale » pour la célébration cette année de la Fête internationale du travail. Cette occasion a été saisie par l'unité syndicale des travailleurs de Guinée pour faire l'état des lieux s'agissant de la situation des jeunes et des femmes dans le monde du travail guinéen. Nous constatons qu'il y a moins d'actions en ce qui nous concerne. Certes que le gouvernement dispose de quelques femmes ministres, secrétaires générales, directrices générales, chefs de cabinet. Mais il faut avouer que ce pourcentage demeure très faible par rapport à la norme universelle. À la célébration du 131e anniversaire de la Fête internationale du travail version cause ATREG, les retraités guinéens se sont fait aussi entendre. Les anciens travailleurs du pays ont eu à mettre en exergue les difficultés auxquelles ils font face depuis leur retraite. Nous restons préoccupés par le fait que toutes les pensions de retraite n'ont pas bénéficié du relèvement à hauteur du SMIC. De part et d'autre, des recommandations ont été formulées à l'endroit du gouvernement pour donner une égalité de chance à tous dans le milieu ouvrier guinéen. Nous, unité d'action syndicale, fidèles à notre tradition de défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs et retraités de Guinée, exigeons 1. L'arrêt incessant de toute discrimination dont nous sommes victimes. Respecter le quota constitutionnel des 30% de femmes évoluant au niveau de toute la chaîne décisionnelle et institutionnelle de l'État. 2. Accompagner le renforcement des capacités des femmes dans tous les secteurs de l'économie nationale. Représentant le ministre de l'Emploi et du Travail à cette fête à Matam, Michel Koivogi a promis de transmettre le message à sa hiérarchie. Faudrait-il le rappeler, cette journée a été commémorée dans un climat de division qui perdure dans le milieu syndical guinéen. Pour les syndicalistes au plan international, l'union de toutes les centrales est obligatoire pour l'avancement réel de la classe ouvrière. Voilà justement ce qu'il fallait retenir sur la célébration de la fête du travail en ce 1er mai 2017. Autre chose au plan national, le président de la République et président en exercice de l'Union africaine a reçu ce week-end le chef de l'État togolais Alpha Condé et Faure Gnassingbé ont échangé sur les missions confiées au président togolais par ses pairs de l'Union africaine dans le cadre de la bonne marche de l'organisation continentale. Aïssata Fofana, compte rendu. Accueilli en fanfare et sous l'ovation de la communauté togolaise de Guinée à l'aéroport national Conakry-Bessia, le président Faure Gnassingbé, accompagné d'une délégation, s'est prêté aux salutations d'usage avec les membres du gouvernement et diplomates accrédités en Guinée. Après ce bref exercice, l'entrevue entre les deux chefs d'État a porté sur la sécurité maritime, un sujet d'intérêt continental aujourd'hui et depuis la session dernière de l'Union africaine, cette tâche a été confiée au président togolais. Et selon la ministre guinéenne des Affaires étrangères, Faure Gnassingbé est justement à Conakry pour faire le point des activités. Le professeur Alpha Condé a confié des dossiers à ses pairs pour qu'ils puissent avancer la cause africaine le plus rapidement possible. Et monsieur le président du Togo, son excellence Faure Gnassingbé, a le dossier de la sécurité maritime. Donc il est venu faire le point avec le président en exercice de l'Union africaine sur ce dossier en attendant le prochain sommet qui va se tenir en juillet. D'après les constats, les mers et océans qui baignent les 30 000 km de côte africaine sont confrontés à de nombreux trafics de tout genre. Au nombre des problèmes, il y a notamment l'immigration clandestine et les pirateries maritimes. Vous voyez tout ce qui se passe en mer, ne serait-ce que déjà l'immigration.
avec le trafic d'êtres vivants. Donc c'est déjà un très grand dossier, mais un des autres dossiers peut être aussi la pêche INN. Les gens pêchent dans nos eaux qui ne sont pas tellement surveillées. Ça aussi c'est un des grands dossiers, sans compter le trafic de drogue et tout le trafic illicite qui peut être convoyé par mer. Pour le président du parti togolais, l'Union pour la République UNIR en Guinée, cette démarche des chefs d'État prouve leur volonté à développer le continent africain. Des fois, nous sommes là à critiquer le mouvement des chefs d'État, mais ils travaillent dans le silence. Et justement, sur la question, les chefs d'État de l'Union africaine ont adopté lors du sommet de Lomé en octobre dernier une charte africaine sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement. Et en mars 2017, 33 pays se sont retrouvés à Abuja, au Nigeria, pour réfléchir à un plan commun contre l'insécurité maritime dans les eaux africaines. La direction générale du Centre national des sciences halieutiques de Boussra se fixe de nouveaux défis et perspectives pour l'année 2017. Entre autres, la relance du bateau de surveillance générale Lansana Conté. Ces engagements ont été pris lors du dernier conseil d'administration de la structure qui s'est tenu ce week-end à Conakry. Mariam Bailo nous signe le compte rendu. Il est de coutume chaque fin d'année pour le conseil d'administration du Centre national des sciences halieutiques de se retrouver pour examiner le rapport d'activité de la direction afin d'aboutir à son adoption. Cet exercice concerne surtout les états financiers relatifs à l'année écoulée et le plan d'utilisation pour l'exercice 2017. En 2016, on a assisté à une diminution totale de la subvention. Bien que le Conseil avait fait des recommandations pour la mise en œuvre du plan stratégique de la recherche. Mais en 2016, franchement, le plan stratégique n'a pas été mis en œuvre. Et les financements pour les activités de recherche avaient complètement diminué par rapport aux années précédentes. Donc, ce qui a abouti à un manque à gagner. Mais malgré tout cela, nous avons réalisé d'énormes activités grâce aux fonds de recherche que nous avons reçus et grâce à l'appui des projets comme Guamer et le Prao Guinée. La situation du navire de recherche général Lansana Conté, qui est devenu un navire assez vieillissant et qui nécessite selon le Conseil une réparation, était en bonne place des débats. C'est pourquoi le Conseil recommande d'établir le contrat aussi de travail pour le personnel contracteur du navire. Par exemple, du navire général Lansana Conté, nous devons lancer un appel. Le CA a recommandé qu'un appel d'offres soit lancé pour le recrutement du personnel qualifié pour le navire, parce que le personnel est déjà vieillissant et il s'agira de pouvoir remplacer ce personnel. Le CA a ensuite recommandé aussi la tenue de conseils scientifiques, qui est d'une importance capitale. On ne peut parler d'une bonne politique de pêche lorsqu'un conseil scientifique, qui est chargé de déterminer tous les aspects scientifiques, lorsqu'il ne siège pas, alors les données sur lesquelles doivent tabler l'autorité doivent vraiment émaner d'une source vraiment scientifique. Donc le conseil scientifique sera là pour ça et le conseil d'administration a recommandé la tenue de ce conseil scientifique. Le conseil d'administration souhaite l'implication des autorités à tous les niveaux pour que le plan stratégique qui a été adopté soit mis en exécution. Autre structure qui vient de faire le bilan de ses activités à mi-mandat, c'est la locale Conakry Trésor de la Jeune Chambre internationale. La rencontre a permis aux membres de cette ONG à but non lucratif de se doter d'un plan d'action, mais aussi de mettre à la disposition des hommes des médias quelques acquis de l'organisation. Le compte rendu est signé Alcine Diallo. C'est une habitude à la Jeune Chambre internationale de Guinée. Après l'installation de nouveaux bureaux, chaque local des 8 créés dans le pays se doit de présenter son bilan à mi-mandat. Et c'est à cet exercice que s'est livré la locale Conakry Trésor.
Pendant les 4 derniers mois d'activité, les membres de cette organisation ont pu faire quelques prouesses. On a eu beaucoup de choses à faire, notamment pour les projets communautaires. On a réalisé le projet Espace Propre qui a pour objectif de nettoyer les écoles et en même temps de faire des dons de poubelles au niveau des écoles. On a fait au moins au niveau de 10 écoles. On a tiré les poubelles de 10 écoles. À part ce projet, on a fait aussi un autre projet communautaire, le projet SOS Foyer et le projet Femmes sans cancer, qui a pour objectif de faire la sensibilisation des femmes, adopter le dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. À part ce projet aussi, on a fait plusieurs formations pour les membres. On a aussi fait le concours national oratoire et débat, donc aujourd'hui on a certifié les gagnants. Pour le mandat de cette locale, les membres ont choisi pour thème la citoyenneté au service de la communauté, une sorte d'engagement de la structure auprès de la population. Selon sa présidente, pour le reste de l'année 2017, plusieurs autres activités attendent la Jeune Chambre internationale Conakry Trésor. On a aussi le projet concours oratoire et débat volet lycée qui va commencer le 13 mai. Donc on a 12 lycées en compétition. On a déjà ces lycées ciblés. À partir de lundi, les formations commenceront pour ces lycées. À part, on a le projet aussi SOS Foyer. Donc on a ciblé une école Baya de Dubreka, une école qui est délabrée. On va aller les former et donner espoir aux jeunes qui peuvent étudier eux aussi. En apportant tout son soutien à la locale Conakry Trésor, le bureau national n'est pas resté en marge de cette cérémonie de validation du bilan. Après avoir évalué cette locale, le président de la Jeune Chambre internationale de Guinée a invité les autres organisations à tenir aussi leur assemblée générale à mi-parcours. Et j'appelle aussi les autres organisations locales de faire autant pour que d'ici fin mai, toutes les locales puissent organiser leur assemblée générale mi-mandat pour faire un peu le bilan à mi-parcours de tout ce qui a été fait au niveau des organisations locales. Une fois ce rapport mi-mandat validé par le bureau national, les yeux sont désormais tournés vers la réalisation des autres projets de citoyenneté de la locale Conakry Trésor. Dernier élément nation de cette édition, considéré comme langue commerciale, l'anglais est devenu aujourd'hui un outil de communication incontournable dans le monde, même dans les pays où elle n'est pas la langue officielle. Son apprentissage intéresse de plus en plus pour être compétitif sur le marché de l'emploi. Justement, c'est dans ce cadre que Emat College a initié une journée de vulgarisation de la langue anglaise en Guinée. Oumar Sow. Pour mieux qualifier le système d'enseignement en Guinée, les autorités en charge de l'éducation sont à pied d'œuvre pour moderniser la formation. C'est dans ce même ordre d'idées que le fondateur de Emat College, affilié à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, a initié une journée d'échange autour de la promotion de la langue anglaise dans le pays. Aujourd'hui, autour de ce débat, nous avons consacré ce jour-là à discuter comment pouvons-nous réorganiser l'enseignement de la langue anglaise en Guinée pour la rendre mieux. Parce que non seulement l'anglais est très important, mais nous devons aussi ensemble réorganiser les méthodologies, les pédagogies d'enseignement de la langue anglaise en Guinée. Une démarche d'ailleurs saluée par des encadreurs qui ne manquent pas de mots pour parler de l'importance liée à l'apprentissage de cette langue. L'enseignement de la langue anglaise permet l'accès à un certain nombre de choses. D'abord l'information scientifique, parce que l'essentiel des ouvrages scientifiques sont rédigés plutôt en anglais. Évidemment, tout ce que nous utilisons aujourd'hui comme médium, au plan du travail, que ce soit l'ordinateur ou autre, même le téléphone, il y a beaucoup de paramètres là-dedans qui sont en anglais. Des réformes qui, selon la chef de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur, passent nécessairement par l'introduction des nouvelles technologies de l'information et de la communication, mais aussi de l'amélioration de la formation dans la langue anglaise. Tout ceci dans le seul but de répondre aux besoins de l'économie nationale. Comment donner l'opportunité aux étudiants d'être équipés pour qu'ils puissent être plus compétitifs sur le marché national et international. Et l'anglais, c'est un outil nécessaire pour cela. Nous avons vu ici dans notre pays, avec beaucoup de sociétés de la place, où l'anglais était un grand avantage. Et donc pour cela, il est important pour nous que nous puissions introduire l'anglais et au niveau du préuniversitaire ainsi qu'au niveau de l'enseignement supérieur.
Une journée d'ailleurs qui a été mise à profit pour célébrer et reconnaître les grands encadreurs qui ont contribué à la vulgarisation de la langue anglaise dans le pays. Pour ce faire, des satisfecits ont été décernés à des encadreurs pour leurs efforts fournis dans ce sens. Fin de campagne en Algérie, 23 millions d'électeurs sont convoqués aux urnes le jeudi prochain pour élire leur nouveau député. Principal enjeu de ces consultations électorales pour le parti au pouvoir et pour l'opposition, la maladie du président Abdelaziz Bouteflika. Suivez. À 4 jours des législatives algériennes, Gardaïa semble bien loin de l'effervescence électorale, sauf dans les bureaux de vote. Ici, on vérifie tout. Listes électorales, urnes, bulletins de vote. Le bureau est même prêt à délivrer des cartes électorales aux retardataires. Les préparatifs avancent et se passent bien. Les employés du bureau ont reçu plusieurs formations pour assurer le bon déroulement du scrutin. La ville de Gardaïa est prête pour l'élection. Maintenant, c'est au peuple d'exercer son droit de vote. Seulement, rien n'est moins sûr. Plus de 23 millions d'Algériens sont appelés aux urnes pour élire les 462 membres de l'Assemblée populaire nationale. La campagne a démarré le 9 avril dernier avec un mot d'ordre, Sama Sautek, en arabe, fais entendre ta voix. Objectif affiché du gouvernement, convaincre à tout prix les citoyens de faire leur devoir électoral. D'autant plus qu'en 2012, le taux de participation aux législatives était d'à peine 43%, 30% seulement dans la capitale Alger. 5 ans après, peu de chances que le score grimpe sensiblement. Et aux politologues algériens de rappeler que le premier parti d'Algérie est celui de la majorité silencieuse. Alors, dans une déclaration lue par l'un de ses ministres, le président Abdelaziz Bouteflika a appelé vendredi les citoyens à exercer leur choix de façon massive. Ce choix qui sera respecté sera le vôtre, libre et en concordance avec vos convictions politiques. Mais jusqu'ici, les citoyens sont restés sourds aux affichages, aux meetings et aux visites des candidats. Avec un parlement dominé depuis l'indépendance par le FLN allié au RND, beaucoup estiment que les jeux sont déjà faits. Dernière ligne droite de la campagne présidentielle en France. 2 candidats sont en lice. Vous le savez, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le premier est toujours en tête dans les sondages des intentions de vote. Tous les deux étaient chacun aux côtés des travailleurs pour célébrer la fête internationale du travail. Suivez. Emmanuel Macron use de symboles dans cette dernière ligne droite. Traditionnellement, le 1er mai est la journée des travailleurs, mais aussi la journée où le Front National célèbre Jeanne d'Arc. Et le 1er mai 1995, à proximité d'un rassemblement du FN, un jeune Marocain, Brahim Bouharam, était jeté dans la Seine par des skinheads proches de cette extrême droite. 22 ans après, Emmanuel Macron lui rend hommage et fait ressurgir les démons du parti de son adversaire. Beaucoup de gens s'y sont habitués, mais pas moi. A-t-il renié cela? Avez-vous encore entendu les propos de la dirigeante du parti d'extrême droite sur le Veldiv il y a quelques semaines? Les racines sont bien là, elles sont vivaces. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Moi, je n'oublierai rien. Mais à l'époque, c'était Jean-Marie Le Pen qui haranguait les militants devant la statue de Jeanne d'Arc. Ce matin, il était encore au rendez-vous, imperturbable. Même s'il est différent avec sa fille son connue, le père a appelé à offrir à Marine le muguet de la victoire. Mais c'est à côté de son nouvel ami que Marine Le Pen s'est affichée. Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France, rallié à la cause du FN, a chauffé la salle du meeting avant que la candidate n'annonce qu'il mènera le futur gouvernement en cas de victoire. Marine Le Pen qui en profite aussi pour interpeller Emmanuel Macron. Et vous? Je lui demande une fois encore de nous dire la vérité et de dire à quelle sauce il veut manger les Français. Qui sera son Premier ministre? Combien de députés socialistes sortants seront investis par son mouvement aux législatives? Une question à laquelle Emmanuel Macron ne devrait pas répondre lors de son nouveau meeting parisien à la Villette. Aucune promesse pour l'après-scrutin n'a été officialisée. 14 morts aux États-Unis. Texas est la ville la plus touchée par la tornade. On parle de 5 décès. La saison des tornades est très ravageuse au pays de l'Oncle Sam. Suivez. Depuis sa voiture, un automobiliste capte la scène. Au loin, une impressionnante tornade est en train de ravager une petite ville du Texas. Voilà Eustas, quelques minutes après. Un paysage apocalyptique, des maisons ravagées. Certaines ont été entièrement soufflées.
Ce week-end, le Texas a été touché par plusieurs tornades meurtrières, parfois en pleine nuit. 5 personnes ont perdu la vie dans cet état. Cette femme, elle, a eu de la chance. Nous étions tous assis dans le couloir et d'un seul coup, le toit nous est tombé dessus. Quand la tornade est passée, on est sorti. On avait une maison sur 3 étages. La moitié du toit est partie. Vu du ciel, les dégâts sont considérables. Certains habitants ont tout perdu. Difficile pour les propriétaires de reconnaître leur maison. Il ne reste que le plancher. Les dommages sont étendus. Beaucoup de quartiers sont touchés. J'ai traversé en voiture quelques zones et ça m'a fait terriblement mal au cœur. Dans les États voisins, ce sont les pluies torrentielles qui ont fait des dégâts. Les gouverneurs du Missouri et de l'Oklahoma ont déclaré l'état d'urgence. Au total, les intempéries ont fait 14 morts dans le centre et le sud des États-Unis ce week-end. En Italie, Matteo Renzi revient en force. Il a été élu à la tête de son parti avec un score sans appel de 70% de voix. Il revient aux affaires après avoir démissionné en décembre dernier à cause des résultats insuffisants obtenus lors des élections législatives. Suivez. Partir pour mieux revenir. Le pari n'a pas toujours fonctionné pour celles et ceux qui l'ont tenté. Il aura marché pour Matteo Renzi. Le nouveau patron du Parti démocrate italien l'emporte avec 70% des voix pour ses primaires du parti de la majorité, bien loin devant ses rivaux. C'est vraiment une grande fête pour tout le monde. C'est une grande célébration pour la démocratie. Les gens ont beaucoup voté. L'ancien chef du gouvernement italien avait démissionné en décembre dernier et quitté la tête des démocrates en février après l'échec du référendum sur sa réforme constitutionnelle. Matteo Renzi réussit un retour à la tête de son parti avec une légitimité renforcée par les urnes. Près de 2 millions de personnes auraient voté pour ces primaires démocrates. C'est moins que les précédentes, mais plus que prévu. Une nouvelle histoire commence, a-t-il lancé dans son discours de victoire, avec comme objectif désormais les élections législatives, prévues au plus tard début 2018 en Italie. C'est la fin de cette édition. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Demain mardi, vous serez en compagnie de Daouda Mohamed Kamara. Merci et portez-vous bien.